Bonjour et bienvenue dans le podcast d'Alcima dédié aux professionnels de l'impression 3D. Grâce à des interviews d'industriels exploitant l'impression 3D au quotidien, vous retrouverez des témoignages et des retours d'expérience sur les avantages de la technologie. On se posera également la question de savoir comment les industries anticipent cette nouvelle révolution qu'est l'industrie 4.0. Je vous propose tout de suite d'écouter le témoignage de notre nouvel invité. Bonjour Hubert, merci d'avoir invité l'invitation pour ce podcast de l'impression 3D. Je vais te poser une première question. Est-ce que tu pourrais te présenter à nos auditeurs, s'il te plaît? Oui, bonjour Johan. Donc Hubert, société Rêve 3D. Je suis directeur général de la société Rêve 3D depuis fin 2019. On est une société de fabrication, société de fabrication additive. Je viens du milieu de l'ingénierie d'affaires et de l'intelligence économique. Et j'ai rejoint l'impression 3D il y a peu, en fin d'année dernière. D'accord, et du coup, chez Rêve 3D, qu'est-ce que vous faites de particulier? Donc Rêve 3D, nous on travaille sur l'ensemble de la chaîne de valeur de l'impression 3D. Donc on va commencer par toute la partie modélisation, numérisation, reverse engineering. On a un bureau d'études qui travaille sur le reverse engineering. Et derrière, prototypage, impression, série, grande série, finition et livraison auprès du client. On travaille avec tout type de matériaux et notre approche elle est vraiment sur une notion de conseil, de proximité. On travaille en proximité et vraiment main dans la main avec nos clients. On travaille justement sur toute la partie modélisation. En impression 3D, le client vient soit avec déjà une pièce existante qu'il faut pouvoir reproduire, modifier, adapter pour ses nouveaux usages avec de nouveaux matériaux. Les matériaux en impression 3D sont pas forcément les mêmes propriétés que sur les techniques qu'on connaît aujourd'hui qui sont actuelles. Ou alors l'autre cas d'usage, la pièce n'existe pas. Dans ces cas-là, notre bureau d'études crée la pièce. On accompagne le client dans la création de la pièce. On va faire valider sur le prototypage et après on va imprimer avec on a les différentes possibilités d'impression pour accompagner nos clients. Ouais, donc sur cette partie prestation, tu offres vraiment ce service de pédagogie autour de l'impression 3D, d'initier au design pour l'impression 3D, des choses comme ça. Peut-être que des fois, les projets qu'on t'envoie sont pas forcément compatibles, le design pas forcément super compatible avec l'imprimante 3D. Toi, tu vas justement retourner vers le client pour lui apporter cette méthodologie-là? L'objectif, c'est que le client se retrouve en termes de coût, en termes de temps. Du coup, les pièces, quand on va commencer à les retravailler par rapport à l'impression 3D, l'idée, c'est que le client, il gagne en temps d'impression, en ROI sur la partie financière. Du coup, on va retravailler la pièce avec le client. On va pouvoir enlever de la matière, retravailler la matière, travailler les différents matériaux par rapport aux différentes propriétés mécaniques, thermiques, chimiques et autres qu'il peut avoir. Et du coup, ça nous permet, nous, d'avoir et de présenter une meilleure rentabilité au client sur l'ensemble de son projet. La pièce, souvent, quand elle arrive, elle est quasiment retravaillée pour ressortir imprimée de l'autre côté. Ok, super. Et du coup, tes clients, donc là, ils ont l'idée d'utiliser la fabrication additive. Qu'est-ce qui les pousse justement à aller sur cette nouvelle technologie? Pourquoi viennent-ils? Assez souvent de la curiosité. Ça, c'est 80% de nos clients. On a eu le phénomène effet crise sanitaire qu'on a tous connu l'année dernière avec des ruptures de chaîne d'approvisionnement où il fallait dupliquer les pièces extrêmement rapidement, reproduire les pièces très rapidement avec des cycles de chaîne d'approvisionnement qui étaient cassés avec des fermetures de frontières, avec des complications d'import, d'export. Du coup, on a accompagné nos clients en local pour la reproduction de ces pièces, travailler pour du matériau pour faire du dépannage. L'impression 3D est souvent connu sur la partie prototypage, sur les POC, les proof of concept. Derrière nous, les proof of concept, on pousse le client à le faire lui en interne, et après derrière, on travaille les pièces avec lui pour que le client, une fois que le concept est passé, qu'on sorte 5, 10, 15 000 pièces le plus rapidement pour lui, sans avoir les temps de préparation qui sont aujourd'hui inhérents aux méthodes traditionnelles. Ouais, ok, tu nous parles de gros volumes de pièces, là, 15, 20 000 pièces. Tu as quoi comme matériel du coup à ta disposition pour aller atteindre ces objectifs? Aujourd'hui, Rêve 3D, nous on est équipé d'une vingtaine de machines de dépôt de filaments. Bientôt plus grâce à vous. De SLS, on a des machines de fibre continue, on a une imprimante 3D qui nous permet de faire de la couleur, et on utilise surtout le scanner. On a aussi de l'impression 3D résine.
Donc on a quasiment tout le parc. En SLS, on est doublé. En FDM, on a un gros parc. En fibre continue, ça nous permet de répondre à des demandes très spécifiques. Et la couleur nous permet de répondre à la partie communication, reproduction d'œuvres, reproduction dans l'art et dans le design. Et le scanner nous permet, de pouvoir numériser les pièces pour pouvoir travailler, pour que notre bureau d'études puisse travailler sereinement pour faire un reverse engineering. Ok, ouais, c'est vrai que c'est un parc machine qui est plutôt bien étoffé. Tu peux aller chercher pas mal d'applications différentes. Et au niveau des matériaux que tu vas utiliser, qu'est-ce qui revient le plus souvent chez toi ? Justement, tu parlais d'applications. Les applications, aujourd'hui, nous, on a essayé de segmenter un peu nos clients. Souvent, dans le milieu d'un marché de l'impression 3D, on entend très souvent parler de machines, de matières, de techniques d'impression, beaucoup moins de cas d'usage. Et en cas d'usage, aujourd'hui, si vous allez sur notre site, on a fait le choix de diviser un peu les cas d'usage en deux. Une brique Array Design avec qui on travaille beaucoup, sur de la reproduction d'œuvres, sur la mise en avant, sur la sauvegarde de patrimoine, sur de la création de doubles produits à partir d'un objet unique qui a été créé par un créateur. Enfin, créé par un créateur, c'est un peu un pléonasme, mais on a sur d'objets uniques qui derrière lui permet de revendre, de mettre en exposition. Et on a la brique industrielle. Sur la brique industrielle, c'est là où on va intervenir vraiment sur des notions de matériaux. Même sur l'Array Design, on a tendance aussi à travailler avec des matériaux où on nous demande de reproduire des statues bronze. Donc on a besoin d'avoir une densité de matériaux qui est assez importante à l'impression pour pouvoir reproduire le poids de la pièce initiale. Sur les autres parties, on travaille avec des matériaux, tous différents types de matériaux. Ça va des polyuréthanes jusqu'à les différents polymères, polyamides, sur du PA12, PA6, PA11 qu'on connaît tous, qui sont extrêmement standardisés aujourd'hui. Maintenant, peut-être ceux qu'on connaît un petit peu moins, les différents chargés, des matériaux en dépôt de fil aussi. On a des matériaux extrêmement techniques sur du dépôt de fil. On a différents partenaires, nous, avec qui on travaille, en BASF notamment, et vous, sur la partie TPU. On arrive vraiment à avoir un panel complet pour nos clients, et sur les résines, ça va de la résine dentaire, la résine dure et de la résine haute température. Ouais, donc là, à l'heure actuelle, avec le parc que tu as, il n'y a pas de demande que des clients peuvent te faire auxquelles tu n'es pas capable de répondre à l'heure actuelle. Si. Alors nous, on répond pas forcément sur la partie métal, on répond pas forcément là où il y a des normes. Lorsque les pièces sont soumises à des normes au final, l'impression 3D aujourd'hui, le marché se structure. Dès qu'on nous demande des normes automobiles, souvent c'est des process qui sont plus longs parce qu'on a des validations ITAC, on a des validations service des mines. Du coup, toutes ces pièces-là doivent être soumises, le principe d'impression et le matériau doit être soumis à la norme. Donc il peut arriver qu'on ne sache pas répondre à un client, et on ne poussera pas le client à acheter une pièce et à pousser à la fabrication chez nous. On le laissera, on préférera l'accompagner et le réorienter vers de l'usinage qui peut être plus adapté, vers du métal qui peut être plus adapté, ou vers tout simplement de l'injection plastique en termes de coût. Ouais, c'est vrai que c'est souvent des choses que je dis, c'est qu'effectivement on va pouvoir faire de la pièce fonctionnelle sans aucun problème. Par contre, de la pièce critique avec une norme derrière et une responsabilité auprès du fabricant de la pièce, on est encore dans un autre univers, et je suis persuadé que le jour où on aura une norme qui arrivera sur l'impression 3D avec des process très spécifiques, la technologie va vraiment connaître encore un autre gap au niveau de son évolution à ce moment-là. On le souhaite. On travaille avec certains de nos clients sur des normes notamment. On a des projets de R&D avec deux de nos gros clients qui peuvent nous permettre d'avancer. Ces projets qui sont longs pour des validations sur de la norme. Effectivement, après il y a d'autres. Quand on nous demande des pièces sur des environnements ATEX, quand on nous demande sur des environnements extrêmement spécifiques ou des résistances chimiques extrêmement spécifiques, on essaye d'y répondre. Malheureusement, aujourd'hui, on ne peut pas répondre à tout, mais on répond déjà à 80-90% des demandes. Après, c'est toujours pareil en termes de coût, parce que là, on parle de matériaux, mais le matériau a un coût aussi. L'injection plastique peut être aussi plus rentable en fonction du volume de pièces et du délai souhaité par le client. L'injection plastique, si le client n'est pas pressé et souhaite un gros volume de pièces, l'injection plastique est plus intéressante, et on travaille avec des partenaires vers qui on redirige nos clients. Ouais, ce qui va vraiment être là le game changer, ça va être la réactivité. C'est tout à fait. C'est là où les gros avantages aujourd'hui de l'impression 3D, c'est qu'on est très local. Le transport, je ne vais pas dire que c'est un frein, mais on peut imprimer beaucoup plus vite que le transport. Le prototypage peut se faire en une semaine. Derrière, on peut livrer des milliers de pièces dans le mois. Du coup, c'est des choses qui peuvent se faire assez rapidement, tout à fait. Et on est assez flexible.
On est assez flexible, et point très très important, c'est que ça permet aussi de faire de l'hyper-personnalisation. Aujourd'hui, on avance dans un monde où on a besoin d'hyper-personnaliser tous les objets, de les avoir à l'effigie du client, avec le nom du client, d'avoir des traçabilités sur des supply chains, d'avoir de la traçabilité sur des pièces, d'avoir des numéros de pièces marqués dessus, de changer certains designs, de s'adapter pour changer le design très rapidement. Et l'impression 3D permet de le faire sans avoir à refaire un prototype, sans avoir à modifier un moule, sans avoir à modifier d'autres méthodes d'usinage. Aujourd'hui, c'est une CAO à modifier, des paramètres d'impression, et après derrière, on arrive, une fois que c'est validé, on arrive à sortir ça très rapidement. Donc on a une grande flexibilité en impression 3D. Là, on parle beaucoup des usages, justement. Est-ce que tu as peut-être un exemple à nous citer que tu es fier, parce qu'on a eu peut-être des difficultés de mise en place, où il y a eu vraiment un challenge pour la mise en place de tel ou tel projet? Est-ce que tu as des exemples comme ça? Ouais, on en a tous des exemples qui sont toujours plus ou moins humoristiques. Sur la partie modélisation, on en a un particulier assez récent où on a permis, grâce au scan et au reverse engineering, d'aider à la reconstruction d'un véhicule qui a été fabriqué en modèle unique. Après, sur d'autres cas plus industriels, on a accompagné un industriel qui aujourd'hui avait des pièces qui étaient en injection aluminium, qu'il voulait justement hyper personnaliser pour ses clients. Aujourd'hui, on a vu le prototype, on l'a fait extrêmement rapidement. Il y avait plein de références sur ce client-là. Toutes ces petites références mises bout à bout, une fois qu'on a validé le prototypage aux alentours de 2 semaines, 4 semaines plus tard, on avait 20 000 pièces qui étaient livrées chez lui. Donc rapide, efficace et en quantité. Et de la série derrière. Après, sur des projets un peu plus techniques, on nous a demandé effectivement des pièces qui tiennent dans de l'azote liquide, par exemple. Donc là, il a fallu se creuser un peu les méninges, travailler avec les partenaires, travailler avec les fabricants de matériaux, travailler aussi avec les fabricants de machines. D'où l'importance de l'écosystème en impression 3D. J'insiste, c'est un vrai métier, hein, l'impression 3D. C'est aujourd'hui, il y a un écosystème qui existe, qui se structure et qui nous permet, nous, d'apporter des réponses très techniques. Et justement, on a trouvé le matériau nécessaire qui tenait à l'azote liquide sur ce cas typique. En impression 3D, on disait comment les clients viennent. Souvent, on arrive avec un mouton à 5. Ouais, c'est le mouton à 5 pattes qui les font tourner vers l'imprimante 3D. Alors, mais c'est sûr. Tout à fait, c'est ce qui permet de mettre le premier pas vers l'impression 3D. Rarement il y a des modifications qui sont faites. Et du coup, on l'a déjà un petit peu évoqué, dans nos précédents échanges, mais l'imprimante 3D par rapport aux méthodes traditionnelles pour les clients, si on devait retenir peut-être 2 ou 3 points qui seraient les plus importants. Ça permet de mieux gérer ses chaînes d'approvisionnement en local, parce qu'on est aussi une société française, une société industrielle française. On peut vraiment hyper personnaliser, ce qui nous permet d'avoir une grande flexibilité, et tout ça en grande proximité avec nos clients. Pour résumer, flexibilité, agilité, proximité et hyper personnalisation, ce seraient les termes pour résumer tout ce qu'on s'est dit. Oui, c'est ça. Et puis bon, quand ils viennent mettre en place des projets avec Rev 3D, derrière, ils ont vraiment, je pense, la réactivité qui doit vraiment être super importante dessus. En plus, sur du local, donc ça permet d'avoir des échanges un petit peu plus poussés que ce qu'on pourrait avoir. Donc effectivement, c'est intéressant. Oui. Non, ok, j'enchaîne, pas de problème. Moi, je voulais voir un petit peu ton point de vue sur le futur de l'impression 3D, les prochains challenges auxquels va être confronté Rev 3D. Comment tu vois les choses arriver dans le futur? Alors, vu de notre petite fenêtre, évidemment, hein, aujourd'hui, on est face à un marché qui se structure. Il y a une vraie structuration du marché. Je pense qu'on va aller de plus en plus vers la normalisation, tant sur la partie machine que sur la partie matériaux que sur la partie process. C'est quelque chose qui doit arriver. Aujourd'hui, il y a d'autres challenges qui sont vrais et réels, notamment sur des notions de propriété intellectuelle, car on sait dupliquer des objets très rapidement. Faux usage de faux, travailler sur des notions de brevets, travailler sur des notions de confidentialité avec certains services étatiques ou professionnels sur de la R&D, mettre en place toute une partie juridique, veille, intelligence économique qui devient de plus en plus importante et rassurante pour nos clients. Donc là, il y a vraiment ce notion de challenge là-dessus. La structuration du marché, elle passe aussi, on l'a vu, on a accompagné l'AFPA sur la toute première formation de technicien supérieur en fabrication additive, qui s'est tenue pour le coup, on a accompagné Vénitieux, qui se tenait sur 3 sites en France. Les formations émergent et aujourd'hui
on peut être amené à recruter, que ce soit en entreprise, en interne, ou nous dans notre société, des profils qui sont formés à la fabrication additive. Et aujourd'hui, un profil formé à la fabrication additive, c'est un profil qui a des notions de matériaux, qui a des notions de process, qui a des notions d'industrie, qui a des notions de mécanique générale, et qui aujourd'hui sait travailler avec rapidité. Ouais, c'est ça, sans forcément faire de la pub à la fin, mais c'est vrai que cette formation est vraiment transversale et c'est l'une des premières en France et c'est quand même relativement intéressant de voir que ça y est, ça arrive, il y a des formations dédiées à l'impression 3D sur plusieurs technologies. On va venir travailler effectivement, que ce soit le design, les matériaux, etc. etc. C'est intéressant. Je voulais juste moi revenir rapidement là sur la partie confidentialité, propriété intellectuelle. Qu'est-ce que tu peux mettre en place, toi, par exemple, pour rassurer tes clients qui peuvent t'envoyer peut-être des fichiers qui vont être soumis à confidentialité pour les rassurer autour de ça? Est-ce que, par exemple, tu as envisagé des solutions comme on peut voir émerger? Alors, c'est vraiment tout le début, mais par exemple, on va voir des systèmes de traçabilité avec des blockchains, avec du cloud manufacturing, où on va pouvoir justement avoir ce contrôle sur la pièce et la gestion de la propriété intellectuelle autour de ça. Oui, c'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet aujourd'hui. La cybersécurité est un autre vrai sujet aujourd'hui. Et aujourd'hui, la R&D, c'est quelque chose qu'il faut savoir protéger. C'est quelque chose qu'on accompagne nos clients. Souvent, le prototypage, les gens ont peur d'aller faire le prototypage à l'extérieur. Ça peut aussi poser problème et créer quelques vulnérabilités. Maintenant, aujourd'hui, ce que nous, on propose avec Rev3D, alors déjà, on signe des NDA avec nos clients pour de contrats de non-divulgation. On a exactement les mêmes avec nos fournisseurs, on les impose dans des cadres extrêmement stricts. On met notamment déjà une brique légale. Avant de mettre la brique informatique, on met une couche légale avec nos clients pour les rassurer. On met une couche informatique aussi avec nos clients pour les rassurer et les accompagner sur cette partie-là. Ça permet aussi, nous, de travailler et de les accompagner en leur expliquant qu'il y a de la propriété intellectuelle, demander si les fichiers leur appartiennent, à qui appartient le fichier. Aujourd'hui, c'est des grandes questions de l'impression 3D, notamment en prestation de service, voire même en interne, ça peut être des sujets. Du coup, on travaille vraiment avec nos clients sur ces différents sujets-là, sur le plan juridique, sur le plan de la veille aussi, parce que c'est important pour les accompagner pour breveter. On a souvent des personnes qui viennent en début ou lancement d'entreprise pour les accompagner sur leurs produits, soit sur le prototypage, soit ils font confiance à l'impression 3D pour l'ensemble de leur société pour demain, ou sinon déjà juste sur la partie prototypage de leurs nouveaux produits qui seront amenés à vendre demain. Du coup, déjà là aussi, on les accompagne juridiquement, informatiquement, pour sécuriser l'ensemble des échanges. Ah, ok, super intéressant, je te remercie. Alors le temps avance, je vais avancer à la prochaine question. Je ne sais pas si tu as peut-être des exemples chiffrés, des gains concrets qu'a pu apporter l'utilisation de l'imprimante 3D pour tes clients. Alors, on a parlé des NDA, bien évidemment, je ne vais pas te demander des choses confidentielles, mais pour avoir au moins un ordre d'idée des gains qu'ils auraient pu faire par rapport à une méthode traditionnelle, essayer de quantifier un petit peu ça. Le gain premier, je pense que c'est le temps dans un premier temps. Dans toute négociation, la clé c'est le temps, et là aujourd'hui je pense que l'impression 3D permet de répondre au temps. Pour prendre un cas très concret, avec un de nos clients il y a quelques temps, on a eu une pièce justement sur une rupture d'approvisionnement, qui est une pièce qui était faite en aluminium sur une rupture d'approvisionnement. On a fait les prototypes, il y avait 5 pièces au total, 5 références. Un mois après, il avait 20 000 pièces, dans son atelier. Typiquement, c'est le genre de choses sur lesquelles où on est rapide et flexible. Ça permet d'avancer. Donc là, en termes de chiffres, en termes de temps, je ne suis pas forcément un expert de toute la partie usinage et injection plastique, je ne me permettrai pas de parler à leur place, mais du retour qu'on a eu du client, on va extrêmement rapidement. On a souvent un retour des clients par mail où on est trop rapide par rapport aux autres méthodes, parce qu'on est souvent une pièce qui vient s'intégrer dans un ensemble. Nous, on est vraiment le petit sous-ensemble, plusieurs petits sous-ensembles en 3D, et les pièces sont les premières à arriver sur les pièces en 3D. Bah, c'est nickel, c'est bien, ça pousse la technologie, c'est top. Ça fait toujours plaisir. Ah ouais, c'est super sympa, carrément. Et écoute, pour conclure, est-ce que tu aurais peut-être un conseil à prodiguer à nos auditeurs, aux entreprises qui souhaiteraient alors
soit passer par des prestataires, soit intégrer la technologie, en tout cas qui regardent la technologie de l'impression 3D du coin de l'œil et qui aimeraient faire ce pas en avant et aller l'aborder. Qu'est-ce que tu pourrais leur conseiller ? Déjà, si aujourd'hui vous souhaitez une reconversion professionnelle, des formations existent pour vous orienter vers ce nouveau métier. Alors j'insiste, et c'est très important. Aux professionnels, je pense qu'il faut aujourd'hui penser out the box. C'est un grand standard du marketing, mais c'est vrai et c'est encore plus vrai avec l'impression 3D. Il ne faut pas hésiter à challenger l'impression 3D. Il ne faut pas hésiter à challenger tant sur le plan du matériau que sur le plan de la forme, que sur le plan du produit fini. Il ne faut pas hésiter à avoir peur à faire confiance à de l'impression 3D. Tenter, demander des devis. On peut faire des devis très rapidement, en toute simplicité, en toute sécurité, et autour d'échanges souvent très constructifs qui permettent de gagner. Il y a aujourd'hui de la relocalisation qui permet aussi de relocaliser, parce que toutes ces pièces-là qui ne sont plus faites à l'international sont faites aujourd'hui made in France. Nous, chez Rêve 3D, on essaie de sourcer nos matériaux sur la brique européenne pour garder une notion locale. Plus difficile d'essayer vraiment en local la partie matériaux à sourcer, plus difficile évidemment. C'est pour ça qu'on source un peu plus, on prend des partenaires européens. Et du coup, voilà, on a une entreprise manufacturière française, une industrie française. Ça aide aussi à la relocalisation des pièces. Et clairement, venez challenger, il y a un réel gain de temps pour vous. Ce serait vraiment le message à faire passer. Et puis c'est très bien effectivement ce focus qu'on n'a pas forcément abordé, mais de la relocalisation de la production. Je pense que c'est quelque chose d'important en 2021 en France. Il faut que tout le monde s'empare de ça, et l'imprimante 3D peut être un super levier pour justement remettre ça en place. Ça a été abordé par la présidence, on l'a vu lors du discours du 14 juillet, c'était un vrai sujet qui est apparu avec la crise du Covid, avec les ruptures de chaîne d'approvisionnement. C'est ce qui a mis un peu en avant la 3D. Il faut que ça continue, il faut que ça dure, il faut que ça reste. Et aujourd'hui, il faut casser le cliché que l'impression 3D est chère. On sait aujourd'hui répondre à des tarifs extrêmement compétitifs, dans des délais encore plus compétitifs. Eh ben écoute, c'est parfait. Je te remercie Hubert pour ce témoignage. C'était vraiment très intéressant. C'était avec plaisir. On a encore vu une nouvelle facette de l'impression 3D et de ses usages. Donc je te remercie et puis je te souhaite une bonne journée. À la prochaine fois. Merci beaucoup Jeanne. À plus tard.